Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, amis de College Football. On se retrouve pour un nouveau podcast sur la précédente week qui a eu lieu ce week-end. Et comme d'hab, on vous parlera également des prochains matchs à venir pour la week suivante. On a eu une très belle course pour l'accès aux playoffs. Là, on arrive dans le vif du sujet parce qu'il ne nous reste que 2 weeks, il me semble. Donc ça va être très vite et les matchs vont commencer à être très décisifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter mon équipe de choc habituelle. On n'a pas passé le meilleur week-end pour chacun, j'ai envie de dire. On va commencer par le premier match qui a eu lieu, c'était celui de South Carolina avec mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous. Bah écoute, ça va pas mal. Il y avait du football ce week-end? C'est pas... j'ai pas remarqué. Je crois on en parlera un peu plus tard, on rentrera en détail un peu plus tard. Et bon, le second, c'est le même tarif, hein, c'est mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Salut, comme un dépressif après un week-end compliqué de football, où la course au playoff est définitivement enterrée, donc on en reparlera aussi plus tard. Exactement, malheureusement, c'était des mauvaises nouvelles pour nous trois ce week-end, mais heureusement, on a d'autres choses à vous expliquer. Et pour commencer, on va aller dans le côté positif avec toi, Rosu. Est-ce que tu peux nous parler de ton coup de cœur, s'il te plaît? Bah, mon coup de cœur de la semaine, j'ai pris North Texas. Pas franchement pour le match de ce week-end, parce que il y avait rien non plus de spécial. Sinon qu'ils ont encore mis une petite tôle à UAB, 53-24. Ce que je voulais mettre en avant, c'était un peu leur saison et surtout leur coach, Eric Morris, qui a pas non plus qui avait pas un palmarès extraordinaire jusque-là. Il a repris North Texas pour 2023. Donc il a commencé avec un 5-7 en 2023, 6-7 en 2024, donc il avait quand même un bowl qu'il a perdu, mais bon, c'était déjà pas trop mal, une équipe d'American Conference, North Texas. Et cette année, ils affichent une carte de 9-1. Donc dommage pour eux qu'ils aient perdu contre South Florida, chez eux en plus. Sinon, ils feraient quand même une bonne saison. Ils ont encore Rice et Temple à jouer. Mais bon, ça devrait passer a priori. Et pourquoi je les mets en avant? Tout simplement parce que ils ont des stats assez incroyables, notamment offensivement. C'est une équipe qui marque 45 points par match, qui fait 450 yards, 450, sorry. Ils ont mis donc 453 points au total, donc c'est quand même beaucoup. Et ils ont un running back qui est proche des milliards. Donc je pense qu'il va y arriver assez tranquillement. 16 touchdowns, Caleb Hawkins. Ils ont un quarterback qui fait le taf aussi, qui est un freshman. Il est toujours freshman. Il vient d'arriver aux 3 milliards là. Donc très honnête. Et puis en termes d'escouade de receveurs, ils en ont deux au-dessus de 600 déjà. Dont un 781, donc c'est quand même pas mal intéressant. Ça produit, ouais. Et voilà, donc c'est un nom, du coup, ça fait 3 ans qu'il est à North Texas, mais il va peut-être pas y rester très longtemps, vu toutes les opportunités qui s'ouvrent en ce moment, et vu la production de son attaque, voilà, je pense qu'il n'a pas non plus des recrues extraordinaires ou quoi que ce soit, mais et ouais, en tout cas, son petit quarterback, Drew Mestemaker, qui fait un tellement bon taf que peut-être bien que les deux resteront pas très longtemps à North Texas. Mais en tout cas, pour cette saison, je voulais les mettre en avant. Ils sont plus qu'en course pour aller jouer la finale de la conférence américaine, avec notamment Navy, que j'ai failli mettre aussi en coup de cœur. Navy qui a qu'une défaite, je crois. Non, 2 défaites au total, mais une seule en conférence américaine. Et voilà, avec son quarterback Blake Horvath qui était même un petit peu dans la course au Heisman à un moment donné. Peut-être pas, mais bon, pour une équipe des académies militaires, franchement bien. Et du coup,
Navy et North Texas qui sont plutôt bien partis pour éventuellement jouer une finale de conférence américaine. Donc, bravo à eux. Et puis voilà, vu les 2 matchs qui leur restent, je pense que ça devrait le passer et ça devrait continuer sur leur bonne statistique offensive, en tout cas. Bon, par contre, en défense, ils en ont pris quelques-uns. Hein. Mais bon, toujours moins que ce qu'ils ont marqué, donc c'est le principal. Comme tu l'as dit, c'est un peu dommage, c'est leur petite défaite face à South Florida, mais on rappelle. Petite défaite, ils ont quand même pris une grosse 63 défaite. points dans la figure. Donc, ils en avaient marqué 36, remarque. Donc, 36, ça fait quand même, un match à 100 points. Donc, c'est ils en prennent 30 à regarder. Mais on se rappelle que c'était South Florida, ils étaient plutôt bons à cette période-là. Je pense même qu'ils avaient battu, il me semble plus, c'est Florida State, il me semble, ou Florida. Ils avaient battu, je me souviens. Je pense qu'ils avaient déjà commencé à être un peu vérifier en fait. moins fringants, mais bon. En tout cas, belle tôle. Mais c'est vrai que. C'était Miami, pardon. Ils avaient battu Miami. Ouais. Non, ils avaient battu Florida, ouais. Ils avaient battu Florida 18-16 et derrière, ils avaient perdu Miami. Ouais. Exactement. Et pour en revenir sur la conférence américaine, comme tu le dis, je pense que les 2 équipes un peu au-dessus, ça va être Navy, North Texas. J'ai eu la chance de voir jouer Tulane, justement, durant mon séjour là, face à UTCA. Et c'était vraiment pas très bon. Hein. J'avoue, j'ai regardé aucun match de Tulane depuis le début de saison. Ils étaient annoncés comme une des meilleures équipes de la conférence. Ouais, ils sont toujours. Ils sont en Ligue 2 aussi, exactement. Ouais. Et franchement, ils avaient été vraiment. C'était pas terrible. Ils s'étaient fait éclater, pour dire les choses. Mais voilà, je pense que Navy, North Texas, ça risque d'être un bon match et c'est cool de mettre en avant une équipe comme ça. On en avait déjà brièvement parlé quand vous avez fait le podcast sur la rivalité entre États et qu'on avait parlé justement de l'importance du football au Texas. On voit encore une université de plus qui fait des bons résultats, bon, qui est dans une conférence un peu plus moindre, mais qui fait des stats et qui joue un beau football. Ouais, voilà, j'ai pris eux pour changer un petit peu. Ole Miss, belle victoire encore une fois. Ole Miss qui sont en 10-1, donc qui aurait pu mériter, mais bon, on parle suffisamment de ici, donc tout à fait. Changer un petit peu. On va beaucoup en parler en plus pour continuer. Donc, du coup, pour faire dans l'originalité, on va aller chez toi, Bertrand, et donc du coup sur ton coup de bambou. Mon coup de bambou va être de nouvelle fois pour l'équipe des Longhorns du Texas qui fait un non-match. Alors, même si le score est pas très flatteur, hein, mais même dans le jeu, ça a été. C'est toujours les mêmes problématiques. Alors, on va les reprendre dans l'ordre. Hein, voilà, on a une ligne offensive qui est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Arch Manning, il a été sous pression à chaque fois qu'il avait la balle. Enfin, c'était. Je me demande même comment il fait pour s'en sortir et pour pouvoir encore vouloir rester à Texas. Parce que si j'étais lui, très franchement, après ce match-là, j'aurais envie de cieux un peu plus clairs et d'aller prouver que j'ai du talent un petit peu ailleurs. Et c'est d'ailleurs le seul, à mon sens, qui a sorti un peu la tête de l'eau pendant ce match, parce que même notre défense, qui habituellement a fait un peu des miracles, et ben là, c'est troué dans des moments clés et puis après, forcément, c'est le cercle vicieux du mental fait que le momentum il est tout en bas et puis ça finit en eau de boudin. Bon, alors on tient à peu près jusqu'à la fin du 3e quart-temps, hein, où si on regarde, si on veut faire que du stat, à la fin du 3e quart-temps, il y a 10 à 14, si je dis pas de bêtises, donc on est qu'à 4 points, hein, et puis au 4e quart-temps, on prend 21 points, donc des problèmes d'offensive line, un jeu au sol inexistant, on a fait 17 portées de balle pour 23 misérables yards. Autant vous dire que ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas ce qu'on attend d'un prétendant au college football, clairement pas. Et puis, alors pour une fois, je vais pas taper sur Arch Manning parce que pour la peine, je le dis, je pense que c'est un des rares qui s'est battu.
Il a des stats, alors pas terribles, mais ça s'explique voilà, assez facilement. Hein. Il a fait 43 lancés, il n'en a complété que 27. Alors pour moi, il y en a 3-4 qui sont à mettre à son crédit, qui sont effectivement des mauvaises décisions ou de l'à peu près. Et puis on a plus d'une dizaine de drops de la part des receveurs où les balles sont dans les mains, attrapables, faciles pour la peine. On se plaignait beaucoup de sa façon de viser et de sa précision jusqu'à présent. Et ben là, en l'occurrence, les balles arrivaient. Alors même s'il y avait des lectures de jeu qui sont un peu longues ou peut-être un peu trop rapides parce qu'il avait beaucoup de monde qui lui courait après pour la peine. Et ben là, les receveurs qui font des drops alors que c'est des receveurs qu'on attend. On voit pas trop où va mener tout ça. L'intersaison risque d'être pas très très jolie à voir. Parce que bah voilà, hein, clairement, moi à la place de Arch Manning, je me pose la question. Alors même s'il a prouvé qu'il voulait rester depuis longtemps et qu'il veut aller de l'avant et compagnie, bah s'il y a d'autres équipes avec une grosse O-line et puis quelques bons receveurs, il va peut-être se poser la question, hein, parce que voilà, il a quand même des choses à prouver et tout le monde l'attend au tournant. Il y a des receveurs qui, je pense, vont vouloir partir aussi. Il y a un gros travail à faire sur l'offensive line. La défense, c'est pareil. Hein, comme en attaque, ça ne produit pas et qu'ils tiennent quasiment tout le match à bout de bras. Et puis au bout d'un moment, ça lâche fatigue, complètement. hein. Quand on passe 80% du temps sur le terrain, il y a un moment, on lâche aussi, hein, psychologiquement et physiquement. Donc il va sûrement y avoir du mouvement à l'intersaison et ça n'augure rien de très très bon. On peut mettre aussi en cause voilà, le play calling de Sark qui voilà, à des moments cruciaux. Bon, clairement, hein, le Kirby Smart il a complètement dominé Sark dans les appels de jeu. On prend un onside kick, on ne sait pas d'où ça sort. Enfin bref, c'est personne n'est attentif. Et puis les conférences d'après-match de Sark sont, oui, alors on était bon, puis en fait après on n'était plus très bon, mais il va falloir qu'on travaille. Bon, il y a un moment, il faut aussi un peu taper du poing sur la table, dire aux joueurs qui font pas le boulot. En l'occurrence, la O-line et les receveurs. Bon, les running, c'est compliqué de courir quand il n'y a pas de trous qui s'ouvrent et puis de gagner des yards. Hein, quand on commence à prendre la balle et quand on a déjà un defensive tackle qui est sur notre dos, c'est compliqué de faire beaucoup de yards. Mais en l'occurrence, voilà, en attaque, ça va pas. Le seul qui va, ça a été Arch Manning, mais tout seul, il peut pas tout faire. Donc voilà, coup de bambou. On a 2 matchs à jouer qui vont être cruciaux, clairement, contre Arkansas et contre Texas A&M. Les deux, les victoires sont obligatoires si on ne veut pas entrer en crise. Voilà, clairement, je pense que il faut le dire. Si on perd contre Arkansas le week-end prochain, je pense que va y avoir de gros problèmes. Ça va être la révolte à Texas. Et puis si on perd après, bon, contre Texas A&M, on pourrait plus le comprendre, mais on va en parler après parce qu'ils sont quand même plutôt bons. Mais ça reste une rivalité très très forte. Avec ça va être le match pour sauver la saison et que clairement, si on ne gagne pas, ça va être une intersaison moche, je pense, très très moche. J'ai envie d'ajouter, heureusement qu'on a pris celui face aux Sooners quand même, parce que c'est ce qui sauve un petit peu la saison pour les fans de c'est Texas. notre seul rayon de soleil de la saison, hein, clairement. C'est compliqué. Et pour compléter un peu ce que tu as dit, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. On a déjà eu longuement le temps d'en discuter en off par rapport au match, etc. Moi, je pense que ma plus grosse déception du côté de Texas, c'est le problème, c'est que tout va réagir en fonction de la O-line, mais c'est quand même le jeu de course. Je m'attendais à avoir un jeu de course largement plus performant que ça, surtout avec Wisner et Baxter, plus Gibson qui est aussi derrière, qui est un bon coureur. Je m'attendais à ça. Comme tu l'as dit, le problème, c'est que tout vient de la O-line. Si la O-line, elle ne trouve pas de porte, c'est compliqué de pouvoir avancer. Et derrière aussi, je trouve que, alors, pas que dans ce match-là, dans la plupart des matchs, comme tu l'as dit, Sark, il y a le problème quand même de jeu annoncé. Très peu de jeux de course annoncés. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait justement un jeu de course très costaud, ce qui aurait permis à Arch de pouvoir être d'avoir un peu moins de poids sur les épaules et de pouvoir être un peu. Là, le problème, c'est qu'on a 0 jeu de course, donc le mec, il doit faire que lancer. Alors déjà, il y a eu du mal à rentrer dedans, donc c'est compliqué quand tu sais que tu ne peux pas t'appuyer sur un bon jeu de course, que tu dois envoyer. Au final, je trouve qu'il a quand même très bien réagi par rapport à ça. Il s'améliore de match en match.
Et derrière, comme tu l'as dit, il y a le problème de drop des receveurs. Mais bon, après ça c'est des choses, pour cette saison-là, c'est dommageable. Mais derrière, on sait que surtout poste de receveur, ça tourne extrêmement vite. On va pouvoir en récupérer 2-3 là, qui vont arriver. J'étais très déçu aussi de Hendries, le tight end qu'on avait récupéré de California. Je m'attendais à ce que c'est un gars sûr. Malheureusement, on n'a pas réussi à le trouver. Je pense que la priorité, ça va être de construire une O-line en béton si jamais on veut faire mieux la saison prochaine. Mais bon, on ne va pas trop s'attarder non plus sur Texas. On en parle quasiment tous les podcasts. Parce qu'il y a un gros problème de discipline. On prend 9 pénalités pour 58 ouais. Dans un match comme ça pardonne. Aussi important, non, c'est clair que ça pardonne pas. Je sais pas si Rosu, toi qui as un petit regard extérieur, si tu voulais ajouter quelque chose sur Texas ou Georgia peut-être aussi. Free fight, c'est parti. Non, moi je voulais plutôt saluer le travail de Georgia, qui sont assez dominants. Ils ont eu une petite défaite dans la saison, mais bon, pour moi, de toute façon, ils seront à l'arrivée, je pense, au moins de la SEC. Voilà, pas surpris par le coaching de Georgia. Et puis Georgia, c'est surtout souvent assez bon en fin de match quand ça compte. Quand ça compte, ouais, voilà. Donc ouais, bravo à Georgia. Il y avait quand même sur Arch, il y avait quand même des fois où il avait ses mecs tout ouvert. Je pense à DeAndre Moore qui des fois arrivait à s'échapper un petit peu et que la balle passait quand même assez loin. Donc bon, voilà, je pense que Texas, effectivement, c'était pas non plus spécialement une grande équipe cette saison. Donc voilà, quand il y a quelque chose en face, je pense que c'est dur. Et du coup, je suis assez surpris quand même de la victoire contre Oklahoma, parce que Oklahoma, d'un côté, je trouve qu'ils assurent quand même dans pas mal de matchs. Donc ouais, c'est vrai qu'il y avait leur histoire avec John Mathieu qui était quand même diminué. Donc ça a quand même dû les affecter plus que de raison, parce que pour moi, Oklahoma, c'est quand même une bonne équipe. Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu que ça, mais on va pouvoir justement, si tu veux, embrigader sur. On va faire du coup mon coup de bambou, comme ça on va pouvoir en parler directement. Parce que moi, mon coup de bambou, c'était pour Alabama. Alabama, justement, face à Oklahoma. Donc, c'est un coup de bambou avec un petit. Je n'ai pas envie de dire coup de cœur, parce que je ne voulais pas les mettre un coup de cœur, justement, mais je voulais relever, justement, certains points d'Oklahoma qui m'ont impressionné et, justement, que je n'ai pas du tout vu dans le match face à Texas. Pour d'abord rester sur Alabama, ce qui m'a vraiment déçu, c'est le secteur offensif d'Alabama, que je m'attendais bien meilleur. Time Simpson, un joueur que j'avais adoré regarder depuis le début de saison, a fait un match pas terrible. Alors, il n'a pas été aidé parce que sa O-line elle a été dans le dur, alors que justement, Alabama, ils avaient une bonne O-line depuis le début de saison. Est-ce que c'est la O-line qui a sous-performé ou si la D-line d'Oklahoma qui a surperformé? Ça, c'est la question. Mais il a concédé quand même 4 sacs et pas mal de grosses pressions. Ils ont une très grosse D-line quand même. Ouais. Et justement, cette D-line-là, je ne l'avais pas vue face à Texas. Je ne les avais pas trouvés aussi performants que durant les autres matchs. Comme là, le match que j'ai vu face à Alabama, c'était impressionnant avec un Alabama qui ont quand même une très grosse O-line. Derrière, Simpson fait pas un match exceptionnel. Malheureusement, il fait un fumble recouvert et un pick 6 de 87 yards qui n'aide pas dans ce match-là qui était très serré. Derrière, Ryan Williams, qui était annoncé un des top receveurs de la ligue, fait pas une énorme saison, surtout dans les gros matchs. Là, il fait un fumble dans ce match et j'ai ses stats sous les yeux. Il nous fait 3 réceptions pour 45 yards. Alors, ce type de joueur-là qui a 45 yards dans un tel match, c'est compliqué. Et le troisième, du coup, gros joueur également offensif qui devait se montrer et qui est passé à côté de son match, c'est James Miller, le coureur, le run, que j'avais vu très performant dans les précédents matchs. Là, il a fait 9 courses, 27 yards. Il a seulement fait 27 yards. Alors, très étonnant. Donc, ok, on avait les Sooners qui étaient dans un autre mode.
Là, clairement, ils ont fait le sérieux et le match que Texas était censé faire contre Georgia. Offensivement, Oklahoma, c'était pas exceptionnel, mais ils ont Mais joué efficace. sérieux, mais c'était efficace et surtout leur défense, j'ai envie de dire, qui m'a impressionné. La pression qu'ils ont mis sur Simpson. Et derrière, dans le jeu aérien, c'était sérieux également, pas trop de fautes. Et voilà, j'étais déçu du niveau d'Alabama, en priorité, parce qu'après, Oklahoma, on connaissait un peu leurs forces défensives, mais j'ai été quand même assez déçu du jeu offensif d'Alabama, pardon. Je ne sais pas si un de vous voudra ajouter quelque chose sur Alabama, Oklahoma, justement, Rosu, comme tu parlais d'Oklahoma juste avant. Ouais, non, Oklahoma, dans un sens, ils ne me surprennent pas complètement, mais je suis quand même assez surpris que Alabama se fasse prendre comme ça à domicile, alors que pour le coup, ils étaient quand même très bien placés en SEC. Donc ouais, un peu surpris de ça. Donc bon, ouais, que dire pour la suite pour Alabama on verra bien s'ils arrivent à continuer. Je pense que quand même ils seront en playoff parce qu'après ils ont Eastern Illinois et Auburn. Ouais, Même si Auburn, bon, ça peut quand même valoir le. Attends, on va pas perdre celui-là. Faudra faire attention, voilà. Putain. Mais bon, ouais, bizarre quand même pour Alabama que je trouvais quand même assez fort récemment. Est-ce que je te pose la question Bertrand, hein, tu pourras parler après si tu veux d'Alabama. Est-ce que sur cette défaite d'Alabama, c'est pas les affaires de Georgia justement qui vont se retrouver tout de la SEC face à Texas A&M, potentiellement pour le titre de champion de conférence, ou Ole Miss, faut pas les oublier non plus dans l'histoire. Ole Miss sont bien partis quand même. Ouais. Voilà, ça va jouer entre ces trois-là, hein, clairement. Ça a fait les bonnes affaires, effectivement, de Georgia. Comme à l'inverse, si Alabama avait gagné, ça aurait fait. Enfin, si Texas avait gagné contre Georgia, ça aurait fait les affaires de Bama pour la course SEC, hein, clairement. Voilà, hein. Bon, après, voilà, pour finir là-dessus, moi, il y a une petite anecdote qui m'a fait mourir de rire avec le recul. C'est que Arch Manning et puis Ty Simpson ont déclaré qu'ils s'étaient appelés cette semaine pour se donner des tips sur les équipes qu'ils allaient rencontrer. Visiblement, pas trop fonctionné. Les bons tips. Hein. Voilà, je crois qu'il y a un problème de communication entre les deux joueurs. Je sais pas s'ils ont voulu se mettre des bâtons dans les roues, mais les deux, en tout cas, c'était pas des très bons conseils. Non, c'est ça. La prochaine fois, ne vous appelez pas les mecs, s'il vous plaît. Et justement, pour revenir du coup tout en haut de cette SEC là actuellement, il y a toujours du coup Texas A&M qui est pour l'instant premier, donc en conférence ils sont à 7-0. Et attention parce que du coup leur dernier match sera contre les Longhorns. Est-ce que les Longhorns ne feraient pas la belle affaire aussi des équipes derrière et leur donneraient leur première défaite? Sait-on jamais. Ils se retrouveraient en 7-1 comme Georgia. Actuellement du coup qui est en 7-1 et leur dernier match contre une équipe pas très très forte il me semble. Ils n'ont pas un gros calendrier derrière. Ole Miss qui sont en 6-1 pareil ils ont un match assez facile derrière et donc du coup tu as Alabama qui se retrouve en 8-2 donc est-ce que le grand perdant serait pas Alabama dans cette histoire? Alabama, ils sont d'autant plus perdants qu'ils ont perdu contre Georgia donc bah ouais. Ils ont le tiebreaker fait contre eux. Donc ouais, difficile. Donc ça risque d'être intéressant de voir. Et Georgia, ils ont le tiebreaker contre Ole Miss aussi. Donc, ouais. Et Texas A&M, par contre, Georgia, ils ont joué qui? Ils ont personne de concurrent direct. Non, d'ici la fin de la saison, bah non, parce que on peut éliminer Texas, les Longhorns de la course largement. Donc non, ils ont la voie est toute tracée pour qu'ils puissent aller au moins en finale, quoi. Open bar. Donc du coup, après première désillusion de ce week-end, la deuxième, Rosu, tu vas pouvoir nous parler de ton coup de bambou de ce week-end. Pas très original. Coup de bambou pour South Carolina, mais en même temps, c'est un peu aussi bravo à Texas A&M justement dont on parlait et qui se sont sortis d'un sacré pétrin, sachant qu'ils étaient menés 30-3 à la mi-temps et ils ont finalement emporté 31-30.
franchement, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette équipe de Texas A&M, première mi-temps, ils étaient mais zéro, franchement. Surtout Marcel Reed, complètement à la ramasse. Qui fait un fumble, il lance 2 interceptions, dont une vraiment cadeau, quoi. Il y a au moins 3 interceptions où les balles arrivent sur les mains des défenseurs de South Carolina et ils les prennent pas. Elles étaient dures, mais bon, on va dire qu'il y avait quand même l'opportunité. Et ils les prennent pas, mais bon, il y a 2 interceptions où là, il se fait complètement bouffer. Une passe beaucoup trop courte vers la end zone, assez détestable. Des drops en veux-tu en voilà par les receveurs de Texas A&M. Franchement méconnaissable. Et alors par contre à la mi-temps, je sais pas ce qu'ils leur ont donné, mais ils sont revenus avec avec complètement d'autres intentions. Voilà, ils ont aussi bien peut-être ajusté ce qu'il fallait, mais Marcel Reed qui franchement mettait pas un pied devant l'autre et ses lancers étaient vraiment pas terribles, c'est une décision nulle. Il finit le match avec 439 yards, donc bien aidé par des fois des coverages un petit peu moyen de South Carolina, mais une transformation du tout au tout pour Marcel Reed. Et puis un peu pour ses receveurs aussi, hein, même si ils ont quand même eu un ou deux drops en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps, c'était horrible. Il y a Casey Conception qui a raté une balle alors qu'elle était dans la end zone, il la bouffe. Ashton Bethel-Roman, pareil, à un moment, il avait un boulevard pour courir et il la loupe. Donc voilà, ça commençait à faire beaucoup. Et South Carolina, première mi-temps, non seulement ils pouvaient exploiter les boulettes de Texas A&M pour reprendre le ballon, mais en plus ils en faisaient quelque chose de plutôt bien généralement. On a vu voilà des appels de jeu qui étaient corrects. On a vu des runs qui étaient à peu près qui passaient à peu près. Et puis voilà, deuxième mi-temps, je pense que je sais pas s'ils se sont vus trop beaux ou si voilà. Franchement, je pense que c'est surtout Texas A&M qui a vraiment changé du tout autour, qui sont vraiment devenus des tueurs alors que première mi-temps c'était des bidons. Et après South Carolina, voilà, ils sont pas foutus de mettre un 3 points dans le deuxième mi-temps. À un moment, ils ont eu potentiellement une opportunité de faire un field goal. Ils ont choisi d'aller sur la 4e et 1. Et voilà, comme toute la saison. Ils choisissent un jeu de course de running back en bois. Et comme toute la saison, le centre numéro 50 qui se fait enfoncer comme si c'était un plot. Franchement, ce mec-là, voilà, la saison de South Carolina, de toute façon, c'est pas compliqué. Ils ont recruté 3 mecs sur le transfert portal pour la ligne offensive, 3 bidons. Donc franchement, ils n'auraient mieux fait de recruter personne. C'était voilà, c'est l'histoire de la saison. Bien dépensé. L'histoire de la saison, un centre qui s'est fait. Franchement, il est absolument nul, ce mec. Il nous a vraiment tué notre saison à lui tout seul. Comme quoi, voilà, dans le foot américain, chaque position est importante. Quand il y en a un qui fait pas son taf, l'équipe ne peut rien faire. Voilà, et c'est pareil en défense. On a un safety, Peyton Williams, qui lui aussi, franchement, il est sur la photo, sur plein de boulettes. Où on se fait prendre. Voilà, le départ de Nick Emmanoury qui fait mal. DQ Smith, voilà, pas ouf. Et voilà, Jalen Kilgore qui était bon l'année dernière en safety, qui joue plutôt un peu corner cette année. Voilà, du coup, il y a des plays sur les safety. Donc, dont un là, une longue passe de Marcel Reed qui passe tranquille. Voilà, un joueur dans chaque côté qui est vraiment en dessous. Ça pardonne pas à ce niveau-là. Voilà. Si moi je le vois, les coachs adverses doivent le voir aussi, donc il n'y a qu'à jouer dessus. Mais c'est un peu dommage. Mais voilà, le play calling, je sais pas ce qu'ils ont trafiqué en deuxième mi-temps. La Norris Sellers qui s'est effondré aussi. Voilà, completion. Voilà, 50% de completion, et puis franchement on peut pas vraiment accuser ces receveurs d'avoir drop. Il fait 12 courses pour 28 yards, donc peut-être à compter les sacs aussi pour enlever ça, mais ça fait 2,3 de moyenne. Franchement pas suffisant.
Voilà, il y avait eu 280 fois où une équipe avait été menée de 27 points en SEC. Personne n'avait jamais réussi à remonter. Ben, Texas A&M l'a fait. Ils ont réussi. Donc bravo à eux. Je pense que voilà, non seulement eux, bravo à eux d'avoir vraiment passé la seconde. Franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'ils leur ont donné dans le vestiaire quand même. De la Gatorade, oui, officiellement. Voilà, Ouais. que les Gamecocks n'aient pas été foutus de mettre un 3 points en deuxième mi-temps et de retomber dans les travers un peu scandaleux, c'est assez inexplicable aussi. Donc bon, autant que l'attaque n'ait pas réussi à mettre 3 points, ça m'étonne pas qu'à moitié, on va dire. Mais alors que la défense en prenne 28, ça par contre, j'avoue quand même que je n'aurais pas parié dessus. Donc bon, dommage. Voilà, on a vu un beau highlight de Nick Arbor. Ouais. Voilà, qui a réceptionné une petite passe et après c'était. Avec le policier ou... Après c'était juste avant le policier justement. Ah ouais, je me Où demandais il c'était fait, laquelle. où il fait une course pour 60 yards avec les 3 derrière lui Voilà, qui n'arrivent pas à impressionnant. le toucher. Mais ouais, sinon, à part ça, voilà. Pour s'attarder un peu Dommage, sur, parce que franchement, d'avoir mis 30 points au début, parce ouais. que même les matchs d'avant, avec l'autre coordinateur, on aurait récupéré les ballons comme on l'a fait. C'était pas dit qu'on puisse aller marquer des points derrière avec ça. Donc là, déjà, ils l'ont fait, donc c'était pas mal. Mais pourquoi deuxième mi-temps, il n'y a rien qui est passé Voilà, je sais pas trop. Mais bon, bien joué de leur part. Peut-être qu'ils ont en plus insisté sur le pass rush. Ils se sont dit au point où on en est. De toute façon, voilà, on a qu'à Autant y bouffer comme des attaquer. cons. Et je pense qu'ils ont bien fait parce que vu la confiance qu'a Sellers pour cette saison, bon, je pense que effectivement, c'est pas un mauvais calcul. La Norris Sellers, qui apparemment reviendrait la saison prochaine. Donc, Il y a des chances. Ouais. donc on verra ce que ça va donner. Mais voilà, pareil un peu que pour Texas, faut vraiment recruter gros sur la O-line. Hein. Je pense que le reste, ça va à peu près, mais la O-line, vraiment, c'est catastrophique. Je voulais avoir ton ressenti là-dessus, toi qui les suis chaque week-end. Moi, là où je suis le plus déçu, et c'est exactement pareil que les Longhorns. Après, voilà, ça prouve encore une fois que sans une O-line costaud, on ne peut rien faire offensivement. C'est le jeu de course de South Carolina. Je suis assez déçu quand même. Ouais, il n'y a pas à être déçu, franchement. La moitié du temps, ils se font bouffer, ils sont pas encore arrivés à la ligne de scrimmage. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Quoi. Je te dis, le centre, il est absolument nul. Donc, il laisse passer tout et n'importe quoi. Des fois même, tu as l'impression que voilà, il va chercher un mec. Et puis finalement, il change d'avis, il va chercher un autre, mais sauf qu'il est trop tard, l'autre il est déjà passé. Il était passé, ouais. Donc, des mecs qui arrivent, qui sont à peine touchés quand ils arrivent dans le backfield, soit pour aller saquer Sellers, soit pour prendre le running back. Donc, voilà, à ce compte-là, franchement, c'est. En plus, c'est un centre, le mec. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment un mec désigné, vu qu'il y en a en général 4 sur la ligne d'en face. Voilà, c'est ouf. Il fait toujours le mauvais choix. Il est vraiment bidon, quoi. Heureusement qu'il nous met pas des snaps n'importe comment, parce que franchement, sinon. Il fait au moins la moitié du taf, tu vois. Ce serait le. Il passe au moins le ballon correctement, quoi. Mais ouais, non, c'est lui, c'est vraiment. Wow. Justement, pour nos deux équipes respectives, j'ai toujours aimé à dire que même les plus grandes équipes offensivement qui sont construites sur le jeu de passe, si tu n'as pas un jeu de course fiable, tu peux rien faire. Et là, malheureusement, des deux côtés, il n'y a pas un jeu de course fiable. Je vois des stats même à South Carolina. La Norris Sellers qui avait été incroyable justement sur cette double attaque, que ce soit à la passe, à la course. Il a couru il a fait 129 courses quand même cette saison. Et il a loupé quand même des matchs. Non, mais et il a couru 186 yards. 129 courses, il y a 110 fois où il s'échappe comme il peut, quoi. Ouais, voilà, justement, voilà. Courage, Fillon. Voilà, c'est pas comme si c'était design. Donc, ouais, mais en plus, même à la passe, c'est même pas 50% du joueur que c'était la fin de saison dernière. Hein. Franchement, là, franchement, lui aussi, il a à blâmer sur l'attaque de South Carolina qui arrive à rien. Hein. Je pense que, en plus, on peut pas dire qu'on a perdu 2-3 receveurs stars à l'intersaison. Il n'y avait pas de receveur l'année dernière. Il y avait Mazeo Bennett qui jouait bien l'année dernière.
Cette année, on le voit plus du tout. Il a fait 50 yards dans l'année, je crois. Comment c'est possible alors que c'était lui un peu qui nous sauvait l'année dernière. Voilà, un peu des trucs incompréhensibles. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais bon, lui, je pense qu'on ne le reverra pas ce maillot de South Carolina. Il y a des bons jeunes, donc ça c'est bien. Mais je pense pas vraiment que les receveurs soient si à blâmer que ça. Non, Et voilà, pareil. un truc par contre, c'est que c'est l'argument de Shane Beamer, pour le coup, il n'a pas totalement tort, c'est que finalement, tu te serais retrouvé à arriver dans le 4e quart-temps avec le lead dans quand même pas mal des matchs de la saison, avant de te faire exploser dans le À la fin, 4e quart. C'était le cas notamment contre Missouri, contre Vanderbilt, contre Alabama, là encore contre Texas A&M. Donc voilà, mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup. Alors pourquoi ça craque comme ça? D'une part parce que l'offense n'est pas foutu de faire un first down. trop Et de défense sur deuxièmement le aussi, terrain. Ouais. peut-être qu'en défense, voilà, l'année dernière, il y avait quand même pas mal de seniors qui sont partis. Il y a eu, je crois, 4 mecs draftés quand même de Ouais. la défense. Donc voilà, peut-être qu'il manque un peu de leadership pour rassurer un peu tout le monde dans le 4e quart-temps. Et voilà, pour l'instant, il n'y a ni la confiance ni l'expérience peut-être pour résister dans ces moments-là. Voilà. Je pense qu'on a quand même été assez complet sur South Carolina. On aura peut-être l'occasion d'en Ouais, reparler de toute façon, avant. South Carolina, là, il joue contre Coastal Carolina Ouais. ce week-end à domicile. Et le match d'après sera contre Clemson à domicile aussi. Je pense que par contre, le match contre Clemson, ils ont intérêt de les préparer correctement. Parce que Clemson qui a l'air un peu mieux en plus. s'ils sont pilés contre Clemson, ça va quand même souffler fort pour Shane Beamer, à mon avis. Ouais. Ça va grincer des dents. J'ai justement regardé le match de Clemson. J'ai hésité à les mettre en coup de cœur au vu le début de saison qu'ils avaient fait. Surtout leur défense. Défensivement, ils sont revenus, ils mettent une bonne pression aussi, hein, quand même, Clemson. Par contre, offensivement, Klubnik qui est waouh, dans les fleurs, hein, le mec. Les choix, les passes, tout, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Enfin bref, on Ouais, va. la confiance, ça joue beaucoup quand même. Bah Parce que ouais, ouais, quand ouais, non, clairement. quand tu dois prendre des décisions en quart de seconde, Ah ouais, ouais. si tu réserves un quart de seconde à hésiter et à te dire est-ce que je fais pas À Ah, se c'est mort. rassurer, bon. ça marche pas. Ah ouais, c'est mort. C'est clair, Effectivement. c'était impressionnant. Ouais. Bon, pour avancer, pour pas perdre trop de temps et qu'on soit trop long, on va aller directement chez toi, Bertrand, donc sur ton coup de cœur. Et ben moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est un peu une petite surprise parce qu'on les attendait pas trop. C'est l'équipe d'Arizona, donc les Wildcats, qui ont signé ce week-end une belle victoire contre Cincinnati Bearcats, qui était classé 25e. Alors Arizona ne sont pas classés, mais la belle surprise, c'est qu'en fait, ils sortent d'une saison l'année dernière avec un nouveau coach, Brent Brennan, qui venait d'arriver, qui a fait une saison catastrophique, enfin en tout cas qui était considéré catastrophique. Donc cette année devait être une saison de reconstruction et en fait c'est un peu plus qu'une saison de reconstruction parce qu'ils ont déjà ils sont déjà à 7 victoires et seulement 3 défaites. Bon, 3 défaites assez logiques contre des équipes naturellement plus fortes que Ohio State, hein, Iowa State, pardon, qui était classé 14, BYU qui était classé 18, et puis contre Houston, une défaite de 3 points qui était un petit peu anecdotique. C'est une belle histoire. C'est voilà, comme moi, vous savez que j'aime bien dans le football américain. Ça se reconstruit autour d'un QB qui s'appelle Noah Fifita, qui l'année dernière a été pas bon du tout. Non. Et qui cette année a déjà battu le record de touchdown pour le programme. Il est déjà à 68 TD. Juste pour info, pour ceux qui ont un peu de bouteille, le dernier de la fac d'Arizona à détenir ce record, c'était un certain quarterback qui s'appelait Nick Foles, donc qui est assez connu voilà, en NFL. Voilà, c'est une vraie surprise. On les attendait pas cette année, pas du tout, ou très peu en tout cas. Et puis ça donne un signal que, ils se sont déjà reconstruits plus rapidement qu'on ne le pensait, et que si ça continue comme ça, je pense que le head coach Brennan, il peut l'année prochaine du coup espérer, ou en tout cas aller jouer les troubles faits et puis repartir dans le top 25, et pour que Arizona soit de nouveau un programme
je vais pas dire incontournable parce qu'on n'est quand même pas là, mais en tout cas un programme qui est dans le top 25 régulièrement et qui vient et qui peut potentiellement, en tout cas, aller taper des équipes, ou en tout cas aller chercher des équipes un peu plus historiques. Et ça fait du bien dans un college football où on parle beaucoup de SEC, de Big Ten, voilà, de grosses équipes. Et ben voilà, on aime bien parler un petit peu et mettre le focus sur des, entre guillemets, des équipes un peu plus modestes, mais qui néanmoins, voilà, produisent du beau jeu, structuré, c'est patient, ça contrôle. Enfin voilà, c'est agréable à regarder, sans que ça soit extrêmement spectaculaire. Mais voilà, c'est agréable à regarder. Et puis voilà, c'était une belle surprise. Ils reviennent comme je l'ai dit, d'une année très chaotique l'année dernière. Et c'est une belle deuxième année voilà, ils sont déjà au-dessus de leurs attentes. Donc, qu'ils continuent comme ça, ils vont pouvoir, les années prochaines, je pense, aller chercher un peu plus loin. Exactement. Pour rebondir directement sur ce que tu viens de dire, moi, je vais parler de mon coup de cœur. C'est pas une équipe de SEC, c'est une équipe qui était quand même un peu plus attendue cette saison. Je n'avais pas trop l'occasion d'en parler en bien parce que j'étais assez déçu des sous-performances qu'ils avaient fait face à des gros. C'est l'équipe de Notre-Dame qui a gagné du coup ce week-end face à Pittsburgh. Pittsburgh qui était classé 22e et Notre-Dame 9e avant cette rencontre. Ils ont gagné 37-15. Il n'y a clairement pas eu de match. J'étais très impressionné d'abord par la défense de Notre-Dame qui fait un très très gros match, très agressif. La D-line, ils ont fait 4 sacs, ils ont mis une pression mais H24 tout le long de la rencontre, ce qui a fait énormément de mauvais choix du côté du QB de Pittsburgh, dont un pick 6 de 49 yards pour eux. Mais j'avais déjà vu que c'était assez costaud défensivement. J'avais moins eu l'occasion de voir ça offensivement et surtout au début de saison, j'avais parlé justement de Jeremiah Love et Price le duo de run qui n'était pas très très bon. Là, dans le match de ce week-end, offensivement, c'était impressionnant. Hein. C'est une équipe highlight, hein, la rencontre qu'ils ont fait. Pour commencer sur Jeremiah Love, qui nous fait 23 courses pour 147 yards et un TD, dont son TD, je pense que vous avez sûrement dû le voir avec un speed move impressionnant là, sur le défenseur pour faire une course d'un certain gros nombre de yards, je ne sais plus exactement. Il a été assez impressionnant et très très bon dans ses choix. Le second joueur offensif qui est attendu, c'est Malachi Fields, qui fait un très très beau match aussi. 7 réceptions pour 99 yards et 2 TD, dont 2 réceptions impressionnantes, donc une à une main de plus de 15 yards, il me semble, sur la tête du défenseur. Et la seconde réception pour TD, une nouvelle fois sur la tête du défenseur. Et le troisième, du coup, joueur phare offensif, c'est CJ Carr, qui était pas attendu aussi haut au niveau des QB cette saison, qui fait un match correct au vu de ses deux compères offensifs. Il y a 21 sur 32 au niveau de la passe pour 212 yards. Donc il nous envoie 2 TD à la passe donc sur Fields. 2 inters également, alors dont la première, c'est le défenseur qui a totalement lu le jeu qui est annoncé, parce qu'il fait une petite screen pass sur le côté gauche, et le défenseur est sorti nulle part pour l'intercepter juste devant la end zone pour un pick 6. Et la seconde, la passe n'était pas dans le tempo. Il met un TD également à la course derrière. Alors je les ai trouvés assez impressionnants. Après, vous allez me dire, ça reste entre guillemets que Pittsburgh. Malheureusement, les gros matchs, on attendait Notre-Dame, ils n'ont pas prouvé. Alors le problème, c'est que c'était des matchs qui étaient au début de saison. J'ai envie de dire, c'est peut-être ce qui peut expliquer cela. Je pense qu'au vu du match que j'ai vu ce week-end de Notre-Dame, que ce soit offensivement et défensivement, la rencontre face à Texas A&M, j'aurais bien aimé la voir maintenant. Je pense que ça n'aurait pas été le même match qu'ils ont pu faire. Et de même que Miami, parce qu'en plus, Miami, c'est plus aussi fort qu'en début de saison. J'étais agréablement surpris, justement. Je me suis dit, tiens, j'hésitais entre de regarder le match, justement, de South Carolina,
face à Texas A&M, mais bon, il n'y avait plus trop joué. Je me suis dit, tiens, j'ai pas encore eu l'occasion de bien regarder Notre-Dame. Je vais les mettre, et ben, c'était un bon choix en tout cas. Je ne sais pas si l'un de vous veut ajouter une petite chose sur Notre-Dame, potentiellement. Rosu, est-ce que tu as envie d'en parler? Je sais que tu les adores. Bah ouais, non, j'ai rien de spécial contre Notre-Dame à part leur calendrier. Exactement. Mais ouais, non, c'est vrai que comme tu dis, c'était un peu que Pitt en face, Pitt qui était classé 22, donc voilà, pas spécialement des foudres de guerre, mais bon, Pitt qui avait quand même l'habitude de mettre pas mal de points, même quand ils avaient perdu, et que là, ils ont quand même été pas mal gênés par la défense de Notre-Dame. Voilà, je pense que selon toute probabilité, nos amis de Notre-Dame, ils vont être sauvés par Ouais, je pense. le comité pour faire un petit run en playoff. Et voilà, sur un match, je pense qu'ils ont leur chance contre pas mal de gens. Donc voilà, ça sert parfois d'être un gros programme. Ah bah, Voilà, je pense que si c'était un programme un peu moyen, genre Pittsburgh par exemple, ça avec passait pas, ouais. exactement les mêmes résultats, Ouais. exactement le même calendrier, il ne sera jamais dans le top 10. Mais enfin, bah, tant mieux pour eux. Hein. C'est quand même une grosse fac, gros stade. Donc ouais, c'est quand même une belle université. Mais bon, voilà, je suis content quand même que les running backs qu'on attendait beaucoup au début de la saison, qui étaient finalement pas si ouf que ça dans les premiers matchs justement qu'ils ont perdu. Voilà, retrouve un peu la forme, et Jeremiah Love qui revient quand même pas mal dans la discussion pour le Heisman. Ouais. Donc bon, c'est bien de voir quand même Notre-Dame qui font ce qu'ils ont à faire pour revenir, hein, tout simplement. On a beau critiquer leur calendrier et leurs 2 toutes petites défaites du début. Voilà, ils font ce ils ont leur match à jouer, ils les jouent. Ils ont battu USC par exemple, qui a une bonne chance aussi de revenir à un bon classement s'ils battent Oregon ce week-end. Donc bon. J'aime bien Notre-Dame, cela dit. Hein. Justement, pour essayer d'avancer rapidement, donc sur notre deuxième partie, là, au vu des rencontres qu'on a envie d'évoquer, tu l'as spoilé, donc la première rencontre qu'on va parler, c'est USC face à Oregon. 2 équipes qui font partie du top 25, donc Oregon qui est actuellement 8e et USC qui est 17e. Donc c'est un duel de Big Ten, mais en tout cas ce ne sera pas un duel, je pense, pour le titre de conférence, parce que devant on a du coup les 2 grosses teams de la saison, Ohio State qui est en 10-0 et qui est premier, et Indiana qui est en 0 qui est premier également, et deuxième, pardon. Mais ce sera quand même, je pense, un match très intéressant. Ouais, juste sur ça, j'ai vu passer justement une statistique ce matin, genre Texas Tech, ils ont affronté et battu plus d'équipes classées que n'importe quelle équipe du Big Ten. Ça, franchement, c'est un gros problème. C'est quand même pas normal d'avoir des trucs comme ça. Oregon, comment ils sont classés? 9e, 8e, pardon. Ouais. Moi, ce qui me gêne, je l'ai toujours dit, c'est que Ohio State, ils sont premiers, ils sont invaincus, mais en soi, ils ont joué qui? C'est ça le problème. Ouais, bah, de toute façon, c'est l'éternel problème du college football. Hein, c'est pas. Ouais. Tant mieux pour eux à la limite, hein, mais c'est vrai que s'il y avait ce qu'il y a, c'est que tu as l'impression que cette année, quand même, les calendriers sont faits pour qu'ils s'évitent tous, quoi. Ouais, exactement. Et justement, voilà, en fait, le problème, c'est que. Je pense qu'il y a magouille quand même. Là. Mais justement, par rapport aux équipes qui sont à SEC, tu vois quand même leurs calendriers sont différents. Et je trouve qu'une défaite face à une équipe de SEC devrait être un peu plus, je sais pas comment dire, pas valorisée, mais par rapport à une équipe comme Ohio State qui joue que contre des équipes assez faibles, tu as des équipes à côté, malheureusement, je sais pas, l'exemple de Texas par exemple, qui va être à 2 défaites ou 3 défaites. Mais tes défaites, tu as Texas A&M, tu as Georgia, tu as battu Oklahoma. Enfin, tu vois, c'est pas le même 3 défaites qu'une équipe qui joue malheureusement des équipes plus faibles. Et je trouve. Bah, t'as à qui parler, je sors de 5 matchs de suite contre des Bah Texans. voilà, Donc, c'est exactement ça.
Et au final, ça devrait pouvoir être un peu plus valorisé. On va dire que les points que tu prends, tu perds dans une défaite face à un gros, ça doit pas être les mêmes points que tu perds Alors, je face pense que c'est quand même pris en compte d'une certaine façon, mais malgré tout, ça fait qu'à la fin, tu perds au lieu de gagner, quoi. Ouais, Quand ça tu vois, reste une défaite. South Carolina, comme je disais avant, voilà, qui perd pas forcément beaucoup contre Mizzou, qui était peut-être le plus petit de la liste, Mizzou, Vanderbilt, Oklahoma, voilà, et c'est tous des équipes classées, tout ça, hein. LSU, ouais, qui Est-ce sont encore classés, qu'un je crois. est-ce qu'un 10-2 avec un tel Bah, calendrier 10-2 devrait en pas être SEC, super, ça doit voilà, être qualifié, clairement. devrait pas être supérieur à un 12-0 d'une équipe où il joue personne, quoi. Indiana, au final, Indiana ils sont invaincus, mais ça jouait qui? Tu vois, Ah, c'est un éternel débat. Alors, Ah ouais, moi, ouais. Un ça éternel fait une, débat, oui. Je pense qu'on va ça, pas ça rentrer fait une, maintenant parce qu'on ça aime fait une largement. vingtaine d'années que je suis le college football et Ah, c'est c'est une toujours vingtaine pareil. d'années que on a eu beau d'avoir des systèmes différents, FBS, machin, tout ça, Ouais. college Ouais. football, top 25. Ça appelle toujours le problème. Le problème, c'est que c'est pas un algorithme de victoire et Voilà, ouais. de difficulté de C'est trop calendrier subjectif en fait. qui fait les trucs. Ça va être en fonction du recrutement, ça va être en fonction de si c'est des grosses équipes ou pas historiques. Et c'est, à mon sens, bon, c'est ce qui fait aussi un peu ce qu'on aime bien, hein, le fait qu'on discute. Du coup, ça permet le débat, ça permet Ah ouais. aussi de dire ton équipe c'est de la C'est merde ça, parce ouais. que elle a vu personne alors qu'elle va en finale. Et puis parfois, ça s'est vu. Hein, il y a des années où le premier top 1 se prenait une branlée contre le top 2 parce que ils avaient joué avec des équipes de merde toute la saison alors que l'autre s'est tapé que des gens du top 25 et ils prenaient. Oklahoma, au tout début des college football playoffs, ils allaient en premier tour et ils prenaient 45 pions et ils en marquaient 5, 7 à la limite, mais et ils se prenaient des tôles comme ça et parce qu'on leur dit que toute leur saison, que la Big 12, c'était pas assez solide, ça les préparait pas et compagnie. Bon, c'est un éternel débat. On le résolvera pas aujourd'hui, clairement, mais, Ah non, non, mais c'est clair. on est d'accord que la difficulté d'un calendrier devrait avoir une incidence sur le Mais c'est classement. bien parce qu'on va voir un peu les matchs que justement une équipe comme Indiana va pouvoir faire là derrière en playoff. On va voir justement s'ils méritent leur bilan, leur place ou par rapport à d'autres équipes. Je dis Mhm. pas qu'Indiana est une mauvaise équipe, hein, parce que justement, je Ah les ai non, vus jouer, c'est costaud. Hein. moi non Et plus. voilà. Indiana, ils ont battu Oregon à Ouais. Oregon, donc c'est déjà à leur crédit. Ils ont battu Illinois, ils leur ont mis une tôle. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Bon, moi, s'il y a par exemple un Georgia, Indiana au début des playoffs, pour le coup, là, mes Ça mettra économies, les choses au clair. peut-être que je n'aurai pas trop d'hésitation à les mettre Ah ouais, sur ouais, les Bulldogs, par contre. sur un match, je sais pas. C'est clair que pour moi, il n'y a pas photo. Hein, On va encore perdre de l'argent au premier tour des playoffs. Ouais. Putain. Mais bon, pour en revenir à nos moutons, parce que. Dans un sens, je trouve ça bien quand même qu'ils aient une chance aussi, hein. Oui, c'est ça Ouais, qui tout est à fait. Mais c'est intéressant. pour ça que ce Ils sera méritent encore plus leur chance. intéressant de voir en playoff ce que ça va donner. Justement, Ouais. ce côté, tu joues que des gros en SEC toute la saison, et puis derrière, bon, tu joues des équipes plus moyennes. Au final, tu as la même finalité, tu arrives en playoff, et puis bon, on verra ce que ça donne comme match, quoi. Ce sera Ouais. intéressant de pouvoir analyser ça. Mais bon, pour revenir à nos moutons, donc c'était par rapport au match de USC face à Oregon. Oregon qui est potentiellement favori dans ce match, qui justement, comme tu l'as rappelé, leur seule défaite de la saison, donc c'est face à Indiana. Qui perdent de 10 points. De l'autre côté, USC qui fait pas non plus une mauvaise saison. Bon, ils ont perdu, tu l'as rappelé aussi, face à Notre-Dame. Je suis agréablement surpris de la saison du QB d'Oregon, Dante Moore. Je trouve qu'ils ont fait un peu trop autour de lui quand même, mais bon, malheureusement, ils essayent de trouver des QB un peu performants vu que tous les grosses têtes d'affiche, ils sont pas trop bons. Mais bon, il fait une saison quand même correcte. Je pense, pour moi en tout cas, qu'Oregon est favori et va remporter ce match. Attention quand même à USC qui peuvent nous montrer des belles choses offensivement surtout. On va commencer par toi, Bertrand. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? C'est un match facile pour Oregon? Sur le papier, on pourrait dire match facile pour Oregon. Déjà, ils jouent à domicile. Forcément, c'est un avantage certain. Moi, je dis attention parce qu'effectivement, Oregon, on en parlait juste avant, a un calendrier qui, pour la peine, était assez simple. Hormis le match contre Indiana, le seul match qu'ils ont perdu.
Ils ont joué contre un Penn State où ils ont gagné que de 6 points. Bon, même si Penn State à l'époque était classé 3, on sait Ouais. très bien ce que ça a donné par la suite. C'était quand même hyper compliqué. Donc, ouais, je pense pas que ça soit un match si simple que ça pour Oregon, même si c'est à domicile. USC, clairement, ils n'ont rien à perdre. Ils y vont, je pense, complètement lâchés de toute pression, en tout cas, de la pression. La pression n'est pas sur leurs épaules. C'est-à-dire que si eux ils perdent, tout le monde va trouver ça normal. Par contre, si Oregon perd, là, ça va commencer à discuter sérieusement pour une présence dans le top 10 pour Oregon et du coup, potentiellement de rater les playoffs. Oregon peut pas se trouver, alors que les Trojans de USC, clairement, ils peuvent y aller comme ils ont envie, avec la hargne qu'ils montrent depuis le début de la saison. Et oui, il faut pas, voilà, je pense qu'il faut pas les laisser pour morts avant le match. Bien au contraire, et je pense que ils ont l'insolence est de leur côté, ils vont pouvoir y aller, voilà, complètement détendus, jouer leur jeu comme ils ont l'habitude, et puis peut-être surprendre une équipe d'Oregon qui, pour elle, a de la pression à gérer. Et quand on a de la pression à gérer, ça donne jamais forcément de bonnes choses. Tout à fait. Et donc pour toi, Rosu, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Moi, je pense que Oregon, c'est une équipe qui a des qualités, qui est capable de faire de très belles choses. Mais j'ai vu USC moi, à plusieurs reprises cette année et je les aime bien, USC. Ils ont des choses à faire valoir. Donc, moi, je serais plutôt tenté de pencher côté USC cette fois-ci. Dommage qu'ils aient laissé quelques défaites en route. Après, voilà, contre Notre-Dame, par exemple, je trouve pas ça scandaleux par rapport au reste de leurs amis du Big Ten. Donc ouais, moi, franchement, j'aime plutôt bien USC. Hein, ils sont vraiment capables de belles choses et de big play ou de bien sauver la baraque. Voilà, dommage qu'ils aient perdu contre Illinois. Ouais. Ils ont perdu de rien du tout à Illinois. Ça, quand même, c'est dommage parce que je trouve que franchement, c'est une belle équipe. Je comprends pas vraiment pourquoi USC ils sont classés. Ils ont été du mal à être classés et maintenant ils sont classés vers, je crois, le 17e. 17e, ouais, c'est ça. 17e aussi. Alors que Oregon, ils sont classés si haut dans un sens. Bon, je suis pas spécialement d'accord avec ça, donc on va voir ce qu'il en est samedi. Un bon petit match en priori qui sera sur CBS, donc sur un peu un des matchs les plus importants du week-end évidemment. Mais ouais, pour le coup, franchement, c'est un match qui vaut son pesant de cacahuètes parce qu'il y a de tout dans ce match au niveau des ingrédients. Hein. Il y a deux belles équipes qui peuvent faire de belles choses. Un contexte qui fait qu'il n'y a pas une équipe qui est déjà éliminée et une équipe qui est déjà qualifiée. Les deux jouent encore leur carte à jouer, à mon avis. Donc ouais, ça va être un bon match bien intéressant et il pourrait y avoir un peu de pression dans le quatrième quart. C'est vrai, justement, c'est important de le noter parce que je trouve parce que là, en soi, si tu prends juste les stades, donc c'est le 17e face au 9e. Et je pense pas qu'il y a un aussi gros écart entre ces deux équipes. USC qui pourtant quand même a un programme historique du college football et qui est pas hyper bien noté, alors que comme tu le dis, ils font une saison pas dégueu. Ouais, mais les dernières années n'ont pas été extraordinaires. Ils ont fait 2 saisons un peu pourries. Ouais. Hein. L'année dernière, ils finissaient en 7-6 et l'année d'avant, ils étaient en 8-5 de mémoire. Ouais, ça fait Donc quelques c'était années, pas. fou, ouais. Voilà, c'est l'arrivée de Lincoln Riley a changé un peu la donne, le départ de Caleb Williams aussi. Donc je pense que c'est aussi pour ça que il est bien le Mayava. Hein. Oui, il est pas mal le Mayava, on est d'accord. Hein. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont un petit peu de mal à classer USC, qu'ils ont eu un peu de mal à les classer directement en disant voilà, c'est peut-être un sursaut et que ça tiendra pas dans la longueur, mais effectivement, on peut voir que ça fonctionne bien parce que quand ils gagnent, ils gagnent avec des scores quand même. Il y a du point, quoi. Hein, ça met du point, quoi. Justement, autre question pour vous, ce qui peut être intéressant pour ces fins de saison de USC, et si jamais ça prend Oregon, ça rentre dans le top 10 ou pas pour vous? Oui. C'est peut-être un Ça peu loin. devrait.
Ça devrait. Un peu loin. Mais dans le top 12, par contre, moi, je ne serais pas opposé, par contre. Franchement, ils sont 17e, ils sont en 8-2 actuellement. Ils prennent celui-là, ils seront en 9-2. Tu bats le 8e, tu es en 9-2. Si tu gagnes contre UCLA le dernier match, tu finis 10-2. Ça devrait finir 10e. Ça devrait suffire. Et puis, comme on a dit sur Notre-Dame juste avant, quand même un gros programme aussi. En termes de TV ratings et tout ça, ça joue un peu dans la balance, je pense. Oui, et puis les défaites qu'ils ont cette saison, ça reste contre une équipe de Notre-Dame. Ils perdent entre guillemets que de 10 points. C'était à Notre-Dame aussi. Et leur défaite, c'était contre Illinois, qui était classé 23. Ils perdent de 2 points. On ne peut pas dire que ça soit des... Ils étaient classés vraiment en plus mieux que ça, Illinois, à ce moment-là. Illinois, ils étaient top 25. Ils étaient classés, je ne sais même pas s'ils n'étaient pas top 10 à ce moment-là, Illinois. Ils avaient bien commencé, il me semble, la saison. Mais voilà, du coup, c'est quand même des défaites de Illinois 23, contre des grosses équipes. Donc, à mon sens, ça devrait, si là, ils font un sans faute jusqu'à la fin de l'année, ça devrait suffire. Mais voilà, les lois du classement college football sont impénétrables. Donc, on ne pourra pas vous dire avant. Ils ont perdu contre Illinois qui était 23e. Ils gagnent derrière contre Michigan qui était 15e. Ils repètent contre Notre-Dame qui était 13e. Et ils ont battu ce week-end Iowa qui est 21e. Donc en soi, ils font des bonnes rencontres. Mais justement, pour aller de l'autre sens, Oregon, qui, donc, si jamais ils perdent celui-là contre USC, aurait le même bilan. Est-ce que Oregon sort du top 10 ou pas? Pour moi, il devrait être derrière l'USC s'ils perdent. S'ils perdent, logiquement, ouais. Donc, même si tu se retrouves avec 12 et 13, mais ouais, je pense que du coup, ils se retrouveront derrière. Ouais. Parce qu'effectivement, ils ont pas grand-chose à mettre dans la balance pour rester plus haut, quoi. Pour rester dans le top 10, clairement. Et surtout, derrière, c'est quoi? C'est Washington, dernier match. Donc, est-ce que ce match-là, justement, n'aurait pas beaucoup plus d'importance que prévu? Attention, en tout cas, je pense que ça peut être très intéressant si ça balance de l'un ou l'autre. Pour Oregon, clairement, la pression est sur leurs épaules. C'est eux qui ont leur carte dans les mains et on sait très bien ce que ça peut donner. On va dire que la petite chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont à domicile. Ils restent chez eux. On va dire qu'ils ont un match important à gérer, mais à domicile. C'est quand même mieux que de devoir aller se déplacer à USC ou autre. Voilà, donc pour enchaîner, on va vous représenter 2 derniers matchs. Donc le suivant, c'est justement Pittsburgh face à Georgia Tech. Week-end compliqué pour les 2 équipes parce que Pittsburgh, comme je vous l'ai dit, qui s'est vu écrasé face à Notre-Dame, clairement il n'y avait pas de match. Et de l'autre côté, Georgia Tech qui était très très bien, qui est en 9-1, qui a été à un poil de cul de perdre face à Boston College, j'ai envie de dire, dans un match incroyable. Je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit, si Georgia Tech qui perd celui-là, ça aurait été chaud. Bon, il garde quand même la tête de la conférence SEC, qui, je pense, la conf peut-être un peu plus faible dans les 4 grosses confs qu'on a à voir. C'est peut-être le match le plus serré, je pense, qu'on va vous présenter de ce week-end-là. Peut-être un favori un peu pour Georgia Tech, étant donné qu'ils sont quand même à domicile. Je pense qu'ils ont montré quand même plus de bonnes choses et un meilleur bilan que Pittsburgh. On va commencer par toi, Rosu. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Je pense que Georgia Tech, ils ont déjà ils doivent gagner parce que le match d'après c'est Georgia. Donc de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Puis bon, Georgia Tech, c'est une équipe qui a montré qu'ils étaient quand même capables de faire le play qu'il fallait dans le moment qu'il fallait, dans pas mal de moments de la saison. Donc avantage à eux. Et Pitt, après cette défaite-là, je crois qu'ils ont quand même 3 défaites. Donc pour eux, voilà, ils sont déjà qualifiés à un bowl. Je pense que pour les SEC, pour le championnat SEC, c'est encore jouable à la limite s'ils gagnent. Mais bon, c'est quand même. C'est serré, hein. C'est quand même peut-être un peu mal barré. Je pense que voilà, Pitt, ils ont plus forcément grand chose à jouer. Donc à voir ce que ça va donner, mais effectivement c'est un des matchs les plus serrés du week-end. Voilà, un week-end qui est quand même marqué par beaucoup d'équipes SEC qui vont en vadrouille pour leur cupcake quand même. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de matchs SEC à highlight cette semaine.
Et ben justement, donc pour petite question pour toi Bertrand, je rappelle un peu le classement de SEC actuellement. Donc Georgia Tech qui est toujours premier avec son bilan de 9-1 et ils sont en 6-1 en conférence. Pareil que Virginia qui est également en 6-1, eux qui sont en 9-2, deux défaites. Et donc derrière, on a deux équipes qui sont à la lutte, donc Pittsburgh et SMU, qui ont tous les deux le même bilan, qui sont en 7-3 et en 5-1 en conférence. Est-ce que pour vous, enfin pour toi du coup Bertrand, et on pourra venir sur toi après Rosu, c'est déjà fait le match de championnat, ce sera Georgia Tech Virginia? Ou alors est-ce que justement Pittsburgh qui prennent celui-là peut repartir dans la course? SMU, Miami derrière, je pense c'est un petit peu compliqué. SMU, il leur joue Louisville qui est quand même 20e du classement, ça peut être un match aussi très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses du coup pour cette conférence? Alors, pour la peine, c'est une des conférences qui, je pense, est une des plus ouvertes. Bon, après, on va pas se mentir, Virginia, il leur reste un match, bon, qui est un espèce de derby, parce qu'ils vont jouer contre Virginia Tech. Donc, ils n'ont plus qu'un match à jouer. Logiquement, ils ne devraient pas le perdre, mais on sait toujours ce que c'est qu'une rivalité au football américain. Enfin, en college football, c'est toujours un match particulier. Virginia Tech, c'est costaud, mais ils jouent aussi à domicile. Donc, Virginia, il y a des chances pour que ça fonctionne. Georgia Tech, le souci, c'est que, bon, là, contre Pittsburgh, ils n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils valident ce week-end, je pense que même une défaite contre Georgia, de toute façon, c'est pas conférence, donc ils iront forcément, en finale. Et puis, il y a SMU, qui est un peu en embuscade derrière, qui va aller jouer à Louisville, qui est, je pense, pour SMU, largement prenable aussi. C'est hyper ouvert. Alors c'est intéressant parce que du coup, enfin voilà, ça peut sortir un peu de n'importe où. Il y a les 4 premiers, s'ils veulent espérer, clairement, il n'y a plus le droit à l'erreur. Logiquement, je pense que Virginia va finir plus facilement, en tout cas en finale. Et puis après, voilà, ça va se jouer. Georgia Tech, Pittsburgh. Si Georgia Tech gagne ce week-end, bon voilà, on a tout de suite la finale. Mais rien n'est joué parce qu'après, les cartes peuvent être redistribuées. Bon, voilà, moi je vais pas mettre d'économie parce que c'est un peu trop, je n'ai pas beaucoup, mais voilà, et puis c'est un peu trop ouvert, mais voilà, Georgia Tech, Virginia, ça reste costaud. Voilà, comme dit Rosu, Pittsburgh, ils ont plus grand chose à jouer, puis bon, je les sens quand même un peu plus faibles que Georgia Tech. SMU, ça serait vraiment si un des deux devant fait une erreur ce week-end. Miami, ils ont deux matchs encore à jouer, dont Pittsburgh aussi. Mais bon, après, voilà, oui. ils sont déjà. Miami, pour moi, ils sont plus dans la course. Ils sont déjà à 2 défaites dans la conférence. En plus, contre SMU, qui est forcément devant. Je les vois pas. Enfin, je les vois pas aller jouer les troubles faites. Ça va jouer entre ces 4-là avec 2 gros favoris. Voilà, Georgia Tech, Virginia. S'il fallait mettre un petit billet, j'en mettrais pas un gros, mais je pourrais mettre un petit billet sur ces deux. Et toi, Rosu, du coup, est-ce que tu mettrais un gros billet sur moi, je mettrais pas forcément de billets parce que Virginia, il joue contre Miami le prochain match. Donc Miami, dont on n'a pas spécialement parlé dans cette course à la SEC, qui peuvent quand même avoir l'occasion de revenir dans la course d'une façon ou d'une autre. Donc attention, Miami, pas les enterrer trop vite. Et puis Virginia donc Miami qui va jouer contre Virginia Tech et Virginia qui ensuite sera à Virginia Tech pour le dernier match de la saison. Virginia Tech qui viennent de signer James Franklin, qui était le coach de Penn State, qui a été viré. Donc voilà, un changement de coach, ça peut quand même avoir des effets assez dévastateurs dans le college football. On l'a vu certaines fois avec des équipes qui étaient complètement à la ramasse et puis qui finalement se redécouvraient alors que c'était juste un coach intérimaire, etc. Bon, là, ils ont un peu le vrai coach qui va faire son assessment pour l'année prochaine. Donc peut-être que Virginia Tech, ce sera une équipe complètement différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, Virginia, ils sont en bye la semaine prochaine.
Donc voilà, ils vont pouvoir regarder ce match de Miami justement contre Virginia Tech avec beaucoup d'intérêt à mon avis. Parce que voilà, si Miami gagne ce match-là, ils se retrouveront à 5-2 en conférence. Donc malheur aux vaincus dans les autres, dans le groupe de ceux qui n'ont qu'une seule défaite de conférence pour l'instant, parce que je pense que voilà, il n'est pas impossible que Miami, par le plus grand des hasards, soit choisi à leur place pour aller en finale, pour sauver un peu leur saison. Donc à voir. À voir, mais cette fin de saison de SEC elle est intéressante, et la finale de la SEC justement elle est à Charlotte, donc toujours intéressant ça En aussi. plus. Mais c'est sûr que du coup, encore une fois, ce match-là, Pittsburgh-Georgia Tech montre toute son importance. Si Georgia Tech le prend, je pense qu'ils valident leur place en finale directement. Ouais, pour eux c'est bon. Pour eux, c'est bon. Le truc, c'est que Virginia, comme tu l'as dit, il leur reste que Virginia Tech. Donc, je pense que s'ils prennent leur dernier match, je pense que ce serait bon aussi. Donc, on va voir Pittsburgh, si jamais ils viennent apprendre Georgia Tech. Après, ils jouent Miami, qui viennent apprendre Miami. Est-ce que voilà, ça ne peut pas les faire monter on verra comment ça se passe. En tout cas, c'est très intéressant cette fin de saison du côté de SEC. Pour revenir dans notre conférence favorite, le dernier match qu'on va vous présenter en rapide, donc c'est Oklahoma face à Missouri. Oklahoma, donc, qui sort d'une très belle victoire face à Alabama. Ils sont actuellement 8-2. Oklahoma qui le reste du coup Missouri et LSU, qui sont deux équipes qui étaient normalement censées être plus fortes que ça cette saison. Ils sont pour le moment favoris dans cette rencontre. Ils sont également à domicile. La question que j'ai envie de vous poser directement, est-ce qu'Oklahoma, en prenant ces deux dernières victoires, peuvent avoir quelque chose à jouer pour l'ascension en play-off ou non? C'est par toi, Bertrand, qui est directement concerné par cette équipe. Alors, je vais essayer de faire une réponse qui n'est pas influencée par ce que je pense des Sooners. Très franchement, bon, voilà, c'est Missouri et puis LSU, voilà, ça reste de la SEC, c'est du costaud. Le problème, c'est que ces deux équipes qui sont pas forcément classées, ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe devant aussi. Moi, j'ai bien peur pour les Sooners qui soient les premiers un peu juste dehors, qui finissent un peu, permettez-moi l'expression, à la place du con. Ils vont finir 11e comme ils sont aujourd'hui. Aussi, ouais. Et, ils vont se faire éjecter des playoffs comme ça. Et leur défaite contre Texas va les handicaper. Alors que clairement, leur défaite contre Ole Miss, les handicapait pas tant que ça. Bon, il y a quand même une défaite là, enfin une victoire deux victoires d'affilée contre Tennessee et contre Alabama, c'est pas rien, c'est costaud. Après, il faut ou alors il faut vraiment des victoires larges, histoire d'asseoir une grosse domination contre Missouri et contre LSU. Je sais pas s'ils en sont extrêmement capables. Missouri, attention, hein, ça reste du solide aussi. Ils ont perdu de très peu de points à Alabama. Ils sont allés un peu chatouiller aussi Vanderbilt et puis Texas A&M. Bon, c'est leurs 3 défaites de la saison. Ça reste des grosses équipes en face. Le reste, ça joue bien. Bon, après, ils ont un schedule un petit peu facile aussi. Ouais, je sais pas si ça suffira pour Oklahoma de gagner leurs 2 matchs pour accrocher les playoffs. Après, sur le terrain, j'ai presque envie de dire qu'ils le méritent. Et Dieu sait que ça me fait un peu mal de le dire parce que j'aurais préféré que ça soit Texas à la place. Mais je suis pas sûr que ça suffise dans le cœur de ceux qui font le classement du college football playoff, et je pense qu'ils vont finir à la 11e place où vraiment alors il faut marquer du point sur la table, il faut qu'ils gagnent de 40 points leurs 2 derniers matchs, et là effectivement ils auront plus le choix que de les passer au moins 10e ou 9e avec ces victoires là un peu fleuves, quoi. Tout à fait, puisque bon, pour rappel, ce qu'il y a devant eux, je pense que Texas A&M, Georgia, je pense que ça va tout droit vers le titre pour être champion de SEC. Tu as Ole Miss et Alabama qui sont potentiellement devant aussi. Après, ils viennent de prendre une victoire face à Alabama.
que ça peut jouer là-dedans. Je pense que là, ça va être assez compliqué pour eux, même si jamais ils gagnent leurs 2 prochaines rencontres. Rosu, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette conférence et du coup de la place d'Oklahoma? Bah ouais, Oklahoma, ils sont intéressants. Je pense que je sais pas s'ils oseront mettre 5 équipes de SEC dans les playoffs. Moi, je pense que ça Beaucoup. devrait être le cas, mais enfin, c'est Mm. mon avis. Ça va être autre chose que de les mettre. Voilà, Missouri, en tout cas, c'est pas une mauvaise équipe. C'est vrai que sans avec leur quarterback Zollers, Ouais. le petit jeune, bon, c'est quand même un peu plus difficile, mais ils ont leur running back Ahmad Hardy qui continue de faire des miracles. Il a fait 300 yards ce week-end, je crois. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est là que c'est intéressant dans ce match, justement, c'est que Missouri, ils ont un très gros jeu de course. Et Oklahoma, on l'a dit, ils ont une très grosse D-line, donc ça va être un peu le match dans le match. C'est intéressant. Je regarde par contre le classement de la SEC là. Dans donc les équipes qui ont avec leur bilan global et leur bilan conférence. Donc dans les top teams, il y a Alabama qui a perdu un match hors conférence contre Florida State le premier match. Texas qui a perdu hors conférence contre Ohio State le premier match. Florida. Ah non, Florida. Non. Donc là, Texas, on est arrivé déjà au 5e. Ouais. Oklahoma, ils n'ont pas perdu hors conférence. Vanderbilt, pas perdu hors conférence. Missouri, pas perdu hors conférence. Tennessee, pas perdu hors conférence. LSU, pas perdu hors conférence. Kentucky, pas perdu hors conférence. Mississippi State, pas perdu hors conférence. Auburn Tigers, pas perdu hors conférence. Et vous, pareil. South Carolina, pas perdu hors conférence. Et donc, il n'y a que Florida et Arkansas qui ont 2 défaites hors conférence. Donc, ça fait un total, on va dire, maximum 6 défaites hors conférence pour toute la SEC. Donc, je crois que tout est dit. Hein. Ouais, très clair. Voilà. Donc, je pense que... Et Oklahoma, il faut que ça gagne. Hein. Et Oklahoma, ils ont LSU derrière. Donc, il faut que ça gagne et il faut que ça gagne avec la manière, quoi. Je pense que ce serait quand même, pour moi, ce serait logique d'avoir 5 équipes de SEC en playoff, mais je pense que, à mon avis, ça va les 4, mais ce ne sera pas plus. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Bertrand, mais ça devrait, normalement. Ça devrait. Oui. Et ça se prouve encore avec des stats, ça se prouve encore au final, mais bon. Sur le principe, ça devrait, mais pour équilibrer avec tout le monde, enfin voilà, c'est aussi des histoires un peu de gros sous derrière. Hein, s'il y a que de la SEC dans le top 10, après ça va remettre en cause le principe du classement des playoffs. Il va falloir. Non, mais quand tu vois le Big 12 qui perdent Oklahoma et Texas, qui vont à SEC, c'est pas pour rien non plus. Quoi. C'est pas pour rien. On est bien d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après, voilà, je sais souvent que malheureusement, la réalité du terrain n'est pas la réalité des bureaux du College Football Playoff et ni du Top 25 d'ailleurs. Donc, on a quand même régulièrement des questions sur les classements et sur les qualifiés. Donc, et je ne pense pas que ça change tout de suite. Non, mais en tout cas, vous l'avez compris, on va encore avoir une très très belle week. Il reste 2 weeks, il me semble. Il y a encore énormément de choses à jouer. Il y a encore énormément d'équipes qui ne sont pas assurées d'être en play-off. Et je pense que ces 2 prochaines weeks vont être très, très intéressantes à surveiller. En tout cas, on ne manquera pas de vous analyser justement ces 2 dernières weeks ultra importantes dans le college football. J'espère qu'on aura de belles surprises, parce que bon, malheureusement pour nous, ça risque d'être un peu compliqué même fini pour nos 2 équipes. Donc j'espère qu'on nous, il y a un gros match contre Clemson à la fin, donc c'est le match, il faut les racheter tous. C'est clair, il nous reste le match contre la Guise aussi, donc c'est à peu près dans le même range que vous. Donc, il faut sauver la saison du soldat Ryan pour chaque équipe. Il faut finir en beauté. En tout cas, merci à vous. Voilà, ça a été un peu plus long que d'habitude, mais on reste dans un tempo correct, à peu près 1 heure de podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et donc, comme je vous le dis, attention, les 2 prochaines weeks très très importantes. Surveillez-les bien et on sera là la semaine prochaine pour vous analyser donc la week qui va arriver. Voilà, merci à vous, très bonne journée, très bonne soirée selon à l'heure où vous écoutez ce podcast. Merci beaucoup. Salut à tous. Ciao tout le monde.